Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'un peu spécial que je connais depuis déjà fort longtemps. C'est un entrepreneur né, un peu un king de la tech et en même temps un humaniste né. Donc il s'est dit pourquoi pas, pourquoi pas pardon, aller en Israël et faire un voyage photographique en même temps pour relayer ce qui se passe en Israël. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Monsieur Chaim Dimmer. Bonjour Chaim. Bonjour Marc, bonjour Maggie. Bonjour. Alors, il est ému, oui, il est ému parce que il a de quoi être ému en fait, Chaim, parce que moi je vais rentrer directement dans le vif du sujet, si ça ne t'embête pas. Comment en fait un chef d'entreprise comme toi dans le tech, qui travaille au quotidien, qui a des enfants, qui a une famille, qui a une vie, décide comme ça de partir en Israël pour faire ce que tu vas nous raconter de ce que tu as fait. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Sois à l'aise, dis-nous tout. Tu sais que On veut tout savoir, c'est très attention sur Radio Shalom et tout le monde nous écoute. Et c'est important parce que ça peut donner des idées aux autres. Écoutez, je suis passionné en fait de photo depuis 25 ans. Oui. Et il y a quelque chose d'extraordinaire avec la photographie, c'est que ça ouvre des portes. Je vais vous révéler un secret, c'est que le public pense que quelqu'un qui voyage avec un appareil photo, plus l'appareil photo est gros, et plus le photographe est talentueux, ce qui n'est pas forcément le cas. Je suis d'accord. En tout cas, ça ouvre des portes et ça brise la glace, et ça permet, dans des moments où on se sent un petit peu timide, d'ouvrir le dialogue avec des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer autrement. Et donc ça, c'est une partie du comment. Ouais. Après, pourquoi? Le pourquoi, c'est parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on racontait beaucoup d'histoires vraies, des histoires de survie, des histoires de déplacement, des histoires de réfugiés. Oui, parce que là, je fais une petite aparté parce que tu nous l'as dit en off, tu avais une grand-mère qui a touché les 100 ans et qui vous a raconté énormément d'histoires jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça aussi, c'est des choses qui... Et qui avait beaucoup l'attention du détail. Oui. Et comme j'aime écouter, oui. Il y a 15 ans de ça, j'ai interviewé, on a fait des heures et des heures d'enregistrement qu'on a transcrit, et ce qui est devenu en fait un livret. Mais ça m'a imprégné de ce désir en fait de comprendre un petit peu mieux ce par quoi passaient des gens qui sont des gens comme nous, monsieur, madame, tout le monde, ce par quoi ces gens-là passaient dans des situations complètement exceptionnelles. Et donc j'ai commencé à faire du photoreportage, d'abord en Méditerranée. J'ai suivi un bateau qui allait repêcher des migrants au large de la Libye pour ensuite les ramener en Europe via l'Italie. J'étais en Ukraine il y a 2 ans, quelques semaines après le début de la guerre, et tout naturellement, j'ai voulu prendre mon appareil photo et partir en Israël. Ce que j'ai fait le 18 octobre. Donc vraiment au début. Et ça m'a permis déjà d'avoir une première impression, même si la société israélienne, que je connais bien, j'y suis allé plein de fois, n'arrivait pas encore à prendre toute la mesure de ce qui se passait déjà à ce moment-là. Et j'ai eu l'occasion, donc en janvier, de repartir cette fois-ci dans un cadre plus organisé. Vous encadrez en fait. Absolument, avec des gens qui étaient tout à fait en mesure d'ouvrir tout un tas de portes, pour cette fois-ci faire un reportage en bonne et due forme, d'avoir accès à des dignitaires politiques, militaires, de rencontrer des familles d'otages, de visiter des kibboutz, de voir en fait sur le terrain comment ça se passe. Absolument. Et comment on revient de ces... Je crois que tu es resté 3 semaines, c'est ça, tu m'as dit? Je suis resté une bonne semaine. Comment on revient? Ça fait 3 semaines que je suis... Ah oui, que tu es revenu, pardon, excuse-moi, oui. Comment on revient d'une semaine? Parce que je crois que tu es parti avec Adassa. C'est ça. Le retour est pas évident. Oui, oui c'est ça. Ça fait 3 semaines que tu as du mal à dormir. C'est ce que tu m'as dit, pardon. Voilà. Le retour est pas évident parce qu'en réalité, quand on est là-bas, il y a beaucoup d'actions et puis on est au cœur d'une société où tout le monde avance un petit peu dans le même sens. Et évidemment, le retour à une vie parisienne, tout à fait confortable, tout à fait habituelle, tout d'un coup, je me retrouve un petit peu dans une situation plus passive, à essayer à droite à gauche de faire de partager ce que j'ai vécu avec des personnes qui sont parties là-bas et qui sont revenues, mais ça reste, cette distance rend difficile en réalité le fait de digérer émotionnellement
ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre, notamment des familles d'otages et des gens qui habitaient dans les kibboutz. Mais alors, on sent vraiment l'émotion hein, dans ta voix. Donc, j'imagine très bien ce que tu as dû vivre et imaginer surtout, parce qu'on a beaucoup l'imagination qui travaille dans ces cas-là. Comment on arrive à prendre des photos? Parce que je trouve que c'est pas évident, parce qu'on en a vu quand même des photos passer hein, ces derniers mois, malheureusement. Mais je trouve que c'est difficile de choisir quoi prendre en photo, parce que qu'est-ce qu'on passe comme message avec les photos qu'on fait, en fait? Tu vois? C'est une bonne question. L'appareil photo me permet de prendre une certaine forme de distance par rapport à ce que je vois Oui, et par rapport aux personnes que je rencontre. Donc, d'une certaine façon, ça m'aide dans le travail de reporter. Après, il y a des scènes, notamment à Kfar Aza, notamment sur les lieux de la rave party Nova, qui sont extraordinairement graphiques et qui, qui ont été déjà prises en photo maintes fois, mais qui vont être capturées avec un regard, différent. on va dire, de témoin. Mm. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que moi j'ai envie de raconter, et en réalité, voilà ce qui va illustrer le propos, parce que en fait, pour moi, c'est toujours une illustration. L'essentiel du travail et du plaisir aussi, et de l'intérêt que je trouve dans ce genre de voyage, c'est la rencontre avec des gens qui sont vraiment issus de la société civile, qui sont extrêmement variés, et de pouvoir capturer leurs histoires et de les illustrer avec un portrait qui va mettre en valeur un petit peu son ressenti. Alors, le 8 mars approchant à grands pas et ce sera le jour, la journée de la femme. Je voudrais que tu nous parles aussi de ça parce que je crois que ça te tient à cœur. Merci Maggie. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Marc, rapidement, Delphine Orveller donc, sort un nouveau livre Oui, qui va arriver dans toutes les bonnes librairies le 21 février. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour vous lire un tout petit passage de la critique littéraire qui est paru là ces derniers jours dans le magazine Elle, dans lequel Marion Ruggieri écrit la chose suivante. Elle dit Delphine Orveller revient sur le glissement progressif de l'antisionisme vers l'antisémitisme et la manière dont les marchands de haine anti-juifs, qui fourguaient autrefois une camelote antisémite et une badide raciste pour le même prix, haranguent désormais le chaland au nom de l'antiracisme. Et ce qu'elle dit en fait, c'est comment le juif longtemps perçu comme le faible, le friable, le féminin, oui. est devenu par un habile tour de passe-passe le fort, le prédateur et l'incarnation du mal, avec un accent circonflexe. Oui. Et donc, traquant en fait un statut d'opprimé, troquant pardon, un statut d'opprimé pour celui d'oppresseur, d'où un étrange silence des féministes, et on va y revenir, prêtes à abandonner les Israéliennes violées. Je suis sur le site de là où a eu lieu le festival de musique Nova, et autour de moi, des images, des photos, des gens qui étaient présents et qui ont été assassinés ce jour-là. Et il y a ce monsieur-là qui est venu au festival avec sa fille. Sa fille avait 13 ans, elle était handicapée, elle aimait danser, elle était confinée à un fauteuil roulant. Et il l'amenait dans ce festival pour la faire danser au milieu des autres. Et elle adorait ça. Et ils ont été kidnappés par le Hamas. Ils ont été amenés et sur le chemin vers Gaza. Comme elle était plus lente et que lui était probablement paniqué, ils les ont tués tous les deux. Alors, vous êtes toujours sur Radio Shalom. C'était pas prévu au programme. Il est 16h48. Nous sommes toujours avec Raïm et nous étions en train de parler et de commencer à échanger avec lui concernant la femme autour de cette guerre. Malheureusement, c'est horrible. Hein, je m'entends parler et je me dis c'est bizarre, mais malheureusement, ça existe. Quand on pense guerre, on pense aussi violence sexuelle. Oui. On sait que la violence sexuelle
touche principalement des femmes, pas que des femmes, mais principalement des femmes, évidemment. Et puis, de l'autre côté, on a aussi des femmes qui ont pris la parole. Je pense à Sophia Aram, je pense à Caroline Forest, je pense à Abnouch Shalmani. Rachel Kahn, qu'on a reçu ici. Absolument. Et à l'aube du 8 mars, quand on voit effectivement la dichotomie qu'il y a entre le traitement du mouvement MeToo, entre la façon dont des grands organismes internationaux soulèvent le sujet des violences faites aux femmes, et en même temps la dichotomie, le contraste avec la façon dont les exactions du Hamas sont exposées ou ne sont pas suffisamment exposées vis-à-vis de ce qui s'est passé le 7 octobre et de ce qui continue de se passer avec les otages aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est fortement révoltant et qui est profondément choquant. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi ça fait quelques années que je suis avec l'organisation Hadassah, on le rappelle, qui gère en fait 2 grands hôpitaux qui couvrent tout Jérusalem. Il y en a un à l'est et un à l'ouest. Je travaille dans l'industrie de la santé depuis longtemps, donc c'est quelque chose qui me parle. Et en même temps, voilà un établissement, enfin 2 établissements, 2 grands campus qui, au-delà d'avoir une excellence clinique, ont une intégration extraordinaire entre des médecins juifs, des médecins qui sont des Arabes israéliens, des patients qui sont des juifs religieux qui attendent dans les salles d'attente à côté de femmes voilées, de gens qui habitent Jérusalem-Est, etc. Et donc on est vraiment dans un modèle de ce que Israël a été pendant très très longtemps, on l'oublie, mais c'est vrai, ça a été très longtemps comme ça. Et moi j'ai forgé des amitiés très fortes, notamment par exemple avec le chef de service des urgences qui est arabe, et certains de ses médecins qui travaillent avec lui, et aussi avec une femme qui s'appelle Shiri Ben David, dont j'ai mis l'interview sur mon site, qui est la chef de service de tout le service de psychiatrie, qui a 120 médecins qui travaillent pour elle, et qui raconte comment la psychiatrie change en réalité en temps de guerre, qui est quelque chose d'assez constant en Israël. Mais là, depuis le 7 octobre, il n'y a pas de fin en vue. Et donc, non seulement ça, mais ça n'affecte pas que les patients, ça affecte aussi beaucoup le staff. Une partie du staff étant aussi réserviste. Donc, il y a toute une tension en fait qui s'exerce. C'est vrai. Et pour en revenir à Hadassah, il y a une partie du groupe qui s'appelle Hadassah International, qui est présent dans une 20aine de pays, et qui a toujours été très apolitique, qui a fait beaucoup de levées de fonds pour l'hôpital, mais qui est toujours resté, on va dire, loin des sujets d'actualité, et qui, face à ce qui s'est passé le 7 octobre, notamment vis-à-vis des femmes, a décidé de s'engager, et donc autour du 8, de lancer une pétition qui a pour but de sensibiliser des instances internationales vis-à-vis de ce qui s'est passé le 7 octobre contre les femmes israéliennes, et de ce qui continue de se passer aujourd'hui vis-à-vis des otages. Il y a des événements qui vont être organisés dans une 15aine de pays autour du 8 mars, autour de la journée de la femme, par Hadassah International. Voilà. C'est quelque chose qui tient à cœur, oui, absolument, et qui permet de faire savoir ce que certaines personnes font déjà de façon très efficace en France, mais de faire savoir que là, on est vraiment sur un traitement des sévices faits aux femmes qui est différent parce que ça s'est passé en Israël. Si tu as un message, quelque chose que tu veux dire sur les 2-3 dernières minutes, ce serait avec plaisir. Merci Maggie. Je pense qu'il faut rester, à mon sens, très concentré sur notre humanité. Les polémiques qu'on entend à droite à gauche sont faites pour alimenter un cycle d'information continue qui se nourrit de ça et qui le nourrit en même temps. Au-delà de ça, il y a une vraie population civile en Israël qui souffre de façon multiple. Il y a des femmes qui ont vécu des choses absolument atroces que graphiquement on a même du mal à lire. Et je
Je pense qu'il faut rester, à mon sens, concentré sur le message qui est que quelle est la part d'humanité qu'on a en nous et qui fait qu'on a envie aujourd'hui de connaître ces histoires, d'en parler, parce que c'est le silence qui va tuer, c'est le silence quand il est submergé de bruit, comme ce qu'on peut entendre dans les polémiques à droite à gauche. Et à mon sens, le message, en tout cas que moi je veux passer, c'est de rester concentré sur l'essentiel et sur l'humanité. Ben écoute, c'est très joliment terminé une émission. Merci d'être venu nous raconter ton expérience. Tu pourras revenir quand tu veux, tu nous diras, et puis tu nous tiens surtout au courant. Merci Marc. Avec plaisir. Merci Estelle.